Bonjour, nous nous retrouvons pour terminer le chapitre de physique 18 de tronc commun, d'une conception géocentrique à une conception héliocentrique. Nous n'avions fait que la première partie lundi dernier et nous avons à traiter cette fois-ci la partie grand 2, apprendre en regardant le passé. Vous aviez une série de documents qui vous permettaient de présenter le passage d'un modèle dit géocentrique, qui était fonctionnel, un modèle géocentrique qui visiblement apporte moins de satisfaction, à un modèle héliocentrique qui va porter le nom de révolution copernicienne, en rapport évidemment avec ce qui était présenté en petit 1 sur la notion de rupture épistémologique, d'où le nom de révolution copernicienne, changement total des idées de l'époque. La question 6. Quelles sont les observations qui ont conduit les savants de la Grèce antique à placer la Terre au centre de l'univers? Donc pour répondre à la question 6, il faut évidemment s'appuyer sur un document. La réponse, vous la trouviez dans le document 2. Et dans le document 2, vous pouviez voir qu'on vous mentionnait l'existence d'astres dits fixes et d'astres errants. Je vais donc m'appuyer sur ces deux concepts. Il y a les astres fixes, ce qu'on appelle en fait les étoiles, et les astres errants ou flottants, qui sont en réalité les planètes. Et l'observation de ces différents phénomènes par Platon et Pythagore va conduire à proposer une certaine vision de ce qu'est le système solaire. On vous mentionne également qu'il y a l'observation du Soleil qui a été menée. Et en particulier pour cette étoile, on observe à l'époque une trajectoire qui serait celle d'un cercle. Autre observation qui est menée également ancienne et qui a conduit à pouvoir proposer le modèle tel qu'il a été proposé, c'est ce qui est mentionné ici au niveau de l'explication en rapport avec Aristote, puisque Aristote va faire l'hypothèse de placer la Terre au centre, car ce qui est lourd va naturellement vers le bas. Donc ce qui est lourd va vers le bas. Ça, c'est Aristote, qui nous propose donc une vision avec la Terre au centre. Tout ce qui a permis de répondre à cette question, c'est le document 2. Pour la question suivante, donc la question 7. Quelles sont les 3 premières théories développées pour expliquer le mouvement des astres? Je vais pouvoir à nouveau m'appuyer sur le document 2, puisqu'on parle des premières théories. Donc, question 7. Je peux déjà citer le document que je vais exploiter. Et j'ai une première théorie qui est celle de Platon, pour rendre compte des observations qu'on vient de citer. Il évoque dans sa vision du cosmos la Terre, plus des sphères qui vont tourner autour de la Terre. Donc une seule sphère pour Platon, c'est la sphère des étoiles. Je peux donc enlever le S homosphère. Et il mentionne 7 cercles. 7 cercles qui vont correspondre au trajet des différents astres errants, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les planètes. La deuxième théorie, qui est celle de Aristote, est une théorie avec la Terre en bas, et qui reprend sinon les bases du travail de Platon.
Et puis vient la troisième théorie, qui est la théorie de Pythagore. Donc, dans la théorie de Pythagore, la Terre n'est plus en bas, mais la Terre est au centre. Et cette fois-ci, on a la sphère des étoiles et la sphère des planètes, donc ce qui fait qu'on a un ensemble de sphères pour chacune des planètes et pour les étoiles. Donc sphère, planète, étoile. Voilà pour ces différents modèles. Question suivante maintenant. Donc la question suivante, quelles sont les... Ça c'est fait, la question 7, pardon. Question 8. Quelles sont les observations qui ont conduit les savants de la Grèce antique à revoir les modèles géocentriques? Ces observations n'étaient pas citées dans le document 2, par contre elles étaient mentionnées dans le document 3. Dans le document 3, il était donc fait mention de certaines irrégularités dans la trajectoire des astres. Il y a donc des choses, des phénomènes qui ne sont pas prévus. D'ailleurs, cette observation est menée par Platon lui-même. Donc, Platon propose un modèle du cosmos qui n'est pas totalement satisfaisant puisque lui-même réalise que les observations qu'il mène contredisent en partie son modèle. Les observations que mène Platon sont particulièrement celles menées sur Mars et sur Saturne. Mars et Saturne. Ensuite, une deuxième observation est faite. Les planètes semblent plus ou moins lumineuses selon le moment de l'observation. Il y a aussi la luminosité variable des planètes. Si les planètes tournent autour de la Terre et qu'elles sont à une distance constante de cet astre qu'est la Terre, alors dans ce cas, leur luminosité doit être constante puisqu'elles se tiennent toujours à la même distance de la Terre. Or, ce n'est pas le cas. Donc une observation également qui vient contrecarrer la vision géocentrique, adoptée jusqu'à maintenant. Question 9. Quelles sont les 3 nouvelles théories développées pour expliquer le mouvement des astres? Proposer une hypothèse permettant d'expliquer pourquoi la dernière de ces théories, beaucoup plus proche de la réalité, n'a-t-elle pas eu le retentissement dont elle aurait pu bénéficier? C'est moi qui complète la question. N'a-t-elle pas eu plus de retentissement? C'était comme ça que c'était formulé. Toujours dans le document 3, on nous présente des théories alternatives ou des théories complémentaires, pour être plus précis. La première théorie est développée par Eudoxe de Cnide. Et cette théorie développée par Eudoxe de Cnide imagine un système dans lequel le mouvement des planètes résulte de l'ensemble de mouvements de sphères emboîtées. Une première sphère, une deuxième sphère et une troisième sphère. Donc cette fois-ci, on a des sphères emboîtées. Et au départ, il commence avec 3 sphères. Il voit que ce n'est pas satisfaisant et va monter de 3 jusqu'à, on nous dit dans le document, 27 sphères, emboîtées les unes dans les autres. Donc un peu comme le jeu de spirographe qui utilise lui des disques. Donc de 3 jusqu'à 27 sphères pour expliquer les mouvements du cosmos connu à l'époque. Je cite tout de suite le fait que je m'appuie sur le document 3 pour répondre. En ce qui concerne la deuxième théorie, bien en réalité, ce n'est qu'un complément de la première proposée par Eudoxe de Cnide. C'est celle d'Aristote, qui va ajouter, lui, 19 sphères, et seulement 19 sphères pour résoudre le problème de Mars. Donc 19 sphères en plus, pour résoudre ou expliquer la trajectoire de Mars
Donc avec ce phénomène assez complexe qui a été observé initialement sur les photographies